Yo tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du statut de propriétaire d'un cheval, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dites sur les réseaux sociaux par exemple. On peut avoir beaucoup de questionnements. Aujourd'hui j'avais envie de faire un point là-dessus, après 2 ans dans le statut de propriétaire, puisque le 2 janvier 2023 ça fera 2 ans que je suis propriétaire de First. Donc voilà, je me dis que je suis assez légitime pour vous faire cette vidéo et vous donner notamment mon retour sur mon expérience, les choses que j'aurais peut-être aimé savoir, etc., etc. Et vous donner vraiment la vérité de qu'est-ce que c'est en fait en réalité être propriétaire et les dessous de ce statut qu'on ne sait pas forcément ou que les gens cachent un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Avant de commencer, je voulais vous remercier infiniment pour les 3000 abonnés. C'est incroyable, on les a obtenus fin novembre. Je pensais les avoir à la fin de ce mois-ci, à la fin du mois de décembre. Donc je vous remercie énormément pour toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne et mon côté un petit peu plus lifestyle. Je suis vraiment super contente que la chaîne ait atteint 3000 abonnés. C'est vraiment trop cool. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à nous rejoindre du coup, à activer la cloche, etc. pour les notifications. Je sors une vidéo par mois. Il y a un petit peu de tout, il y a de l'équitation, il y a du lifestyle. Le premier sujet que je voulais aborder, c'est le sujet plutôt des émotions, donc le regret ou de se sentir pas à la hauteur. Personne ne parle en fait de l'après-achat parce que c'est un projet énorme, que ce soit financièrement ou même voilà, pour beaucoup de personnes c'est un rêve, notamment pour moi ça en était un. Donc c'est un énorme projet de devenir propriétaire d'un cheval, c'est comme un enfant, enfin voilà, c'est pas à vie mais c'est pour une très grosse durée de notre vie. Donc voilà, c'est une très grosse responsabilité et il y a très peu de monde en fait qui parle de l'après-achat, comment on se sent, est-ce qu'on est super heureux ou est-ce qu'on se dit mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore, j'ai mis mes sous là-dedans, est-ce que ça va le faire? Clairement, moi, après l'achat, les 2-3 jours après, je me suis mise à regretter et à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis beaucoup de sous dans First, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais avoir le temps pour ma vie personnelle? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était le moment? Enfin voilà, je me suis posé plein de questions et je commençais un petit peu à douter de moi et en fait c'est ok, c'est normal, c'est tellement un gros projet, on a beaucoup de responsabilités qui nous tombent dessus d'un coup donc c'est ok et ça personne n'en parle alors qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui peuvent avoir des pseudo-remords ou des questionnements après un achat. Donc voilà, sachez que si vous avez ça après avoir acheté un cheval, c'est ok. Et c'est un sujet qu'on voit nulle part sur les réseaux sociaux. Enfin, moi je me disais, waouh, t'achètes ton cheval, t'es au max. Et pas forcément au début. Du coup maintenant le deuxième sujet c'est le trajet, le temps et la culpabilité. Du coup je m'explique, donc tout ça c'est des sujets que vous m'avez donné sur Instagram quand je vous ai posé les questions de qu'est-ce que vous vouliez que j'aborde comme sujet et c'est ce qui est le plus revenu. Pour moi il faut savoir que j'ai 20 minutes de route aller, 20 minutes de route retour, donc ça fait 40 minutes pour aller à l'équitation en temps de trajet. J'essaie toujours de rentabiliser ce temps-là, c'est-à-dire que si j'ai un appel à passer, je le passe sur le trajet en voiture. Si j'ai un rendez-vous à prendre, pareil, j'essaie vraiment de rentabiliser mon temps, de me poser aussi, de décompresser de ma journée. C'est un petit peu un sas avant d'aller faire ma passion. On m'a demandé, est-ce que tu as le temps d'aller voir First tous les jours? Alors non. Et ça aussi c'est ok. Donc voilà, donc moi j'ai pas du tout le temps d'aller voir First tous les jours, j'y vais 5 fois par semaine. Donc c'est déjà pas mal, il y en a qui y vont beaucoup moins, il y en a qui y vont tous les jours. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses et beaucoup de critères. Ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est de ne pas culpabiliser, vous faites ce que vous pouvez, en tout cas faites votre maximum. Moi je sais que j'y vais certes que 5 fois par semaine, mais il a tout ce qu'il faut pour son bien-être tout le reste des jours où je ne suis pas là. Et surtout, il sort tous les jours et il est pas malheureux loin de là. Je sais que je suis très bien entourée, je sais qu'il est très bien entouré, très bien surveillé. Dans ma pension, mon coach le sort 2 fois. Donc peu importe, ça peut être le lâcher, le longer, le travailler, l'emmener en balade, enfin ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais voilà, j'y vais 5 fois par semaine. Au début, je culpabilisais beaucoup, je me disais mais mon Dieu, mais lui il fait quoi de ses journées sans moi? Et en fait non, un cheval, tant qu'il a à manger, des copains et qu'il peut dormir, sincèrement, il s'en fiche, tant qu'il a ses besoins, c'est ok. Donc voilà, déculpabilisez-vous, dites-vous que vous faites déjà le maximum. Après, il suffit juste de trouver son rythme, en fait, tout simplement. Et vraiment culpabiliser, de toute façon, ça ne vous apportera rien. Pensez positif et voilà, ça va le faire. Et du coup, est-ce que je culpabilise? Oui et non, j'aimerais y aller beaucoup plus, j'aimerais lui offrir beaucoup plus, mais c'est pas toujours possible. Pour rappel, du coup, pour les personnes qui me connaissent pas, je suis alternante, donc j'ai un petit salaire, j'ai pas forcément... aujourd'hui à l'instant T la possibilité de lui offrir une vie 100% auprès, donc ça c'est quelque chose qui me fait culpabiliser, mais d'un autre côté je compense, etc. Et tant que votre cheval il est bien dans sa tête, bien dans son corps, tout va bien. Voilà, si vous culpabilisez sur ce genre de choses aussi, ce que vous pouvez faire pour vous aider, même si tout le monde n'y croit pas forcément, je vous conseille de faire peut-être une communication animale, ça peut toujours aider. Moi personnellement ça m'a permis de voir un peu comment il se sentait et de voir si certains points
dont moi je culpabilisais si lui il les ressortait ou pas du tout. Voilà, ça peut potentiellement aider ou vous donner des indications sur son mode de vie. Ensuite, le deuxième sujet, c'est quand on devient propriétaire, on se retrouve tout de suite un petit peu seul parce que quand on monte en club, voilà, on va faire nos cours avec nos potes, etc. Alors que quand on devient propriétaire, il y a forcément des jours où on est tout seul avec notre cheval et il faut savoir quoi faire avec, comment équilibrer son quotidien, etc. Donc le gros sujet, c'est apprendre à travailler seul. Donc nous, avec First, on fait de la compétition, donc c'est très important quand même d'avoir un bon rythme de travail, mais que ça reste quand même bien équilibré pour son bien-être, le mien aussi, parce qu'il y a un moment, j'ai pas acheté un cheval non plus que pour bosser, j'ai aussi envie de profiter et voilà, de juste prendre du plaisir. Apprendre à travailler seul, c'est pas facile, ça prend du temps, faut pas se mettre la pression et surtout faut croire en soi. Moi, les conseils que je pourrais vous donner pour construire vos séances, c'est d'utiliser par exemple Equisense, qui est pas mal. Moi, je pioche souvent quelques exercices dessus quand j'ai trouvé un petit peu originaux, quand ça peut coller à une difficulté technique qu'on a au quotidien par exemple. Sinon, je vous conseille au départ de refaire ce que vous avez fait en cours. Ça vous permet aussi d'apprendre à structurer le temps de vos séances, combien de temps dans telle allure, etc. Vous refaites un petit peu ce que votre coach fait. Ça peut vous aider à vous mettre sur une piste de travailler seul. Et aussi très important, ce que vous pouvez faire en libre tout seul, c'est retravailler sur vos défauts, donc que ce soit les vôtres, celui de votre cheval entre guillemets ou de votre couple. Ça vous permet tout simplement d'évoluer. Ensuite, ce qui est important, c'est d'équilibrer son quotidien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du plat tous les jours. Alors encore une fois, chaque cavalier a des objectifs différents, chaque cheval est également différent. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter à vous. Moi, le programme que j'ai ne conviendrait pas au cheval du voisin et ne vous conviendrait pas forcément à vous. Donc ça, c'est vraiment super important. Écoutez-vous et écoutez-le, c'est vraiment la base de tout ça. L'important, c'est qu'il soit bien dans sa tête. Donc si vous voyez qu'il a vraiment pas d'envie, il faut vraiment commencer à vous poser des questions. Et l'important pour ça, c'est de varier ses séances. Par exemple, si je pouvais donner une semaine type, peut-être que ça vous aiderait. Une semaine type pour First, c'est le lundi, c'est mon coach qui le sort. Donc ça dépend de ma charge de travail. Si je suis en semaine universitaire ou travail, parce qu'en universitaire j'ai pas le même emploi du temps toutes les semaines, donc il peut arriver qu'un lundi après-midi j'ai pas cours et du coup j'ai totalement le temps d'aller me poser au cheval. Donc, le mardi soir j'ai un cours, donc selon ce qu'on a fait le vendredi soir, enfin les cours pareil ça varie de ce qu'on a fait au dernier, etc. Ensuite le mercredi il y a beaucoup de monde aux écuries, donc c'est plutôt mon coach qui s'en occupe. Le jeudi c'est moi qui y vais, donc soit je fais en fait ça dépend aussi du temps, soit je fais une balade, soit je travaille sur une difficulté qu'on a. Nous par exemple notre grosse difficulté c'est que First a son point le plus haut au saut un peu décalé, donc on travaille beaucoup sur de la mécanisation, sur des cavaletti, etc. Donc une semaine sur deux à peu près je fais une séance le jeudi sur cette difficulté là. Sinon je travaille sur du plat par exemple. Pour le lendemain, le vendredi soir en cours, on peut faire par exemple du plat, du saut, enfin ça dépend encore une fois. Et souvent le week-end, bon là principalement en hiver, le week-end c'est le samedi balade et le dimanche broute parce que nos prés, nous en hiver c'est pas trop praticable. Mais voilà, par exemple en été son quotidien il est totalement différent. Je fais une séance de plat, je vais pas forcément aller en carrière, je vais aller sur un champ en dénivelé, etc. qui est très bien pour les musclés. Je vais plutôt faire des trottings un petit peu plus longs. Le dimanche ça va plutôt être du pré et avant chaque cours il va aller au pré. Voilà, ça dépend vraiment du temps, de beaucoup de critères. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Ensuite, il y a un sujet qui est pas mal revenu aussi, c'est quel équipement choisir, comment savoir que les équipements qu'on choisit sont vraiment les bons et adaptés à notre cheval. Donc moi, personnellement, j'achète beaucoup mes équipements d'occasion. First est un petit cheval hors côte, donc du coup, j'avais beaucoup d'équipements de mes années poney qui lui convenaient, donc j'ai pas eu beaucoup de choses à racheter. Voilà, c'était assez pratique, je vais pas vous mentir. Pourquoi pas demander à votre coach, etc. Donc ensuite on m'a demandé comment faire les bons choix pour son quotidien. Donc j'ai eu l'exemple de la tonte, donc je vais prendre cet exemple là pour illustrer cette question. J'ai pas la science infuse et chaque cheval est différent, donc je parle de mon expérience à moi pour vous expliquer ma vision et ma façon de penser. Donc First à la tonte il est vraiment très sage, il est habitué depuis qu'il est tout jeune, donc c'est vraiment pas une situation qui lui provoque du stress. Il est très calme, il est très relâché, voilà, on fait un petit peu de jeu, il a un petit bonbon par-ci, par-là, voilà, on adapte aussi. Mais c'est vraiment pas une situation qui le stresse, donc ça reste un moment plutôt agréable pour lui. Donc voilà, ça me permet de le tondre personnellement en entier. Ensuite, deuxième point, pourquoi je le tond en entier? First, c'est un cheval qui, quand on arrive dans l'hiver, sue, que ce soit au-dessus des yeux, les paupières, derrière les oreilles, un petit peu partout. Et donc, déjà d'une part, j'ai pas honte de le dire, c'est vrai que c'est plus esthétique. Ensuite, il a tout ce qu'il faut niveau couverture pour pallier à ce manque de poils.
Et comme je vous l'ai dit auparavant, mes cours c'est le mardi soir et le vendredi soir. Et en hiver, on sait très bien que la nuit tombe très très tôt et c'est très compliqué pour moi avec le travail et les cours d'y aller en journée, c'est presque impossible. Donc c'est très difficile pour lui de sécher et clairement un cheval qui a froid, qui n'arrive pas à sécher malgré la paille. Aussi une serviette séchante pour les débuts de l'hiver, pour le sécher au maximum et reporter au maximum la tonte. Faut savoir que je le tonds pas du tout en septembre, je le tonds vraiment le plus tard possible. Cette année je l'ai tondu mi-novembre. J'essaye de repousser au maximum et de trouver des moyens au maximum pour le sécher, mais sachez que ça reste quand même compliqué et je vois très bien que quand il est trempé c'est pas très agréable pour lui et c'est un coup à attraper vite froid et à vite provoquer des problèmes respiratoires. Donc voilà, tout dépend encore une fois de son mode de vie, de quand vous pouvez aller le sortir, etc. Évidemment, j'adapte mes séances pour qu'il sue le moins possible quand je suis toute seule. Mais voilà, un cours c'est un cours d'1 heure, on a aussi besoin de ça pour progresser. Donc forcément, il sort, il est en sueur. Donc du coup, c'est pour ça que moi, je le tonds entièrement. Encore une fois, ça reste mon choix. Et je pense que comment faire les bons choix pour son cheval, c'est juste l'écouter, vous écouter et faire des tests parce qu'en fait il n'y a qu'en faisant aussi des erreurs qu'on apprend. Ensuite on va parler d'un point très très important dans le statut de propriétaire, c'est les difficultés financières. Alors on en parle beaucoup, on dit ah oui ça coûte cher un cheval, oui mais en fait on parle des coliques, des grosses maladies, de quand il se blesse aux pattes, on ne parle pas du quotidien, le vrai quotidien. Donc dans le vrai quotidien j'inclus le maréchal ferrant qui coûte un bras selon votre cheval. J'inclus le vermifuge, j'inclus les vaccins, c'est des choses toutes bêtes, mais un vermifuge et un vaccin c'est vite 60-75 balles, ça revient assez souvent, mine de rien, donc voilà, il y a toutes ces choses qui coûtent un petit peu cher, il y a aussi toutes les déchirures d'affaires, toutes les choses comme ça, tous les soins pour les pieds, enfin tout dépend encore une fois de votre cheval, de son quotidien et j'en passe, je vais pas le répéter à chaque fois, mais les difficultés financières c'est un fait, faut vraiment être préparé, faut vraiment avoir budgétisé avant d'acheter un cheval, faut être sûr de pouvoir l'entretenir et de pouvoir lui donner tout ce dont il a besoin pour son bien-être tout simplement. C'est pas une fois que vous avez acheté votre cheval qu'il faut se rendre compte de ces choses-là parce que c'est déjà trop tard. Donc voilà, il faut vraiment être prêt, il faut savoir que oui c'est un coût, après ça vous offre beaucoup de choses derrière aussi, c'est une très belle aventure mais oui c'est un vrai coût et moi j'avais vraiment budgétisé. On m'a demandé suite à ça, aurais-tu fait les choses autrement si tu avais su le coût au fil des années ? Donc non, j'aurais pas fait les choses autrement, tout simplement parce que je savais le coût et que j'y étais bien préparée. Donc je vous mets ma vidéo sur le budget pour avoir un cheval dans le petit, ça pourra sûrement vous aider parce que je donne beaucoup de chiffres et je vous montre en fait tout simplement comment j'ai construit mon budget, combien ça me coûte par mois, donc ça peut vous donner une idée. Moi j'étais vraiment très bien préparée, j'ai vraiment budgétisé à fond, donc ça m'a beaucoup aidé à pas être en difficulté en fait tout simplement quand je suis devenue propriétaire parce que j'avais déjà conscience de tous ces coûts-là et je savais déjà combien ça allait me coûter au mois et à l'année. Pour conclure cette vidéo, c'est vraiment une très très belle aventure et si vous êtes passionné, je vous invite vraiment à suivre votre passion parce que on ne sait pas de ce que demain est fait, donc faut pas attendre pour faire les choses. Après, sachez que ça a quand même une grosse influence sur la vie personnelle, ça reste des animaux fragiles et il faut vraiment faire preuve de maturité pour avoir un cheval parce qu'encore une fois, quand on fait face à des échecs et à des frais financiers, c'est très compliqué. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, ça me fera super plaisir. Je prends toujours aussi les idées de vidéos YouTube et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!